Alors je vais vous montrer des photos ou des dessins et vous allez me dire ce qui relie tous ces personnages. Alors ce sont tous des personnages que les gens adorent et ce sont tous des ordures. Et justement dans cette vidéo, on va s'intéresser à une catégorie bien particulière qui est la raclure. Dans cette vidéo, on ne se penchera pas sur les tortionnaires, les tueurs, les monstres, mais sur ces personnages de fumier, qui pourtant, par leur charme et leur charisme, illuminent le livre dès qu'ils entrent en scène. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ils sont irrésistibles alors que franchement, ils ne valent pas grand-chose, puis je vous présenterai mon top 3 des pires raclures de la littérature. Vous pouvez d'ores et déjà me donner votre sélection en commentaire, ça permettra de créer un corpus de qualité. Vous pouvez également liker, partager la vidéo et puis vous abonner. On va parler de tout ça sans spoiler les livres, en tout cas au maximum. Voilà, c'est parti! Donc, pourquoi est-ce qu'on aime tant les raclures? Alors commençons peut-être par prendre un exemple qui parle à tout le monde, quelqu'un de bien connu, Littlefinger dans Le Trône de Fer. Que vous ayez lu les livres ou vu la série, dans tous les cas on est sur un personnage plutôt de basse extraction, qui va tout faire pour s'élever au plus haut du milieu aristocratique, sans jamais lésiner sur la malhonnêteté. C'est par ailleurs un baratineur de talent. Qu'est-ce qui fait que dès qu'il apparaît dans le livre ou dans la série, on se réjouit d'avance? Eh bien c'est parce qu'on sait que le spectacle sera au rendez-vous. Et ça, c'est un élément caractéristique de toute bonne raclure. Donc au départ, la raclure, c'est ce personnage égoïste qui fera tout pour arriver à ses fins, manipulation, meurtre, trahison, mais qui, même s'il y parvient, n'est jamais glorieux. Malgré tous ses efforts, il reste toujours un peu minable. Et c'est là qu'intervient le génie des auteurs qui place ce personnage souvent en mauvaise posture, ce qui crée un décalage entre la situation et l'aplomb avec lequel il fait face à ses adversaires. Donc un petit extrait pour illustrer tout ça. Dans cette scène, Fabiani vient de tuer quelqu'un, pour des raisons que je ne dirai pas, et Gilbert le surprend et commence à intervenir. Qui va là? On vient d'assassiner un homme. Non, un juif. Qui a tué cet homme? Pardieu, vous ou moi, monsieur? Pas de témoin, un cadavre à terre, 2 hommes à côté. Lequel est l'assassin? Rien ne prouve que ce soit l'un plutôt que l'autre, moi plutôt que vous. Misérable, l'assassin, c'est vous. Eh bien oui, au fait, c'est moi. Après, je vais appeler les constables. Vous allez m'aider à jeter le corps à l'eau. Je vous ferai saisir et punir. Vous m'aiderez à jeter le corps à l'eau. Vous êtes impudent. Croyez-moi, effaçons toute trace de ceci, vous y êtes plus intéressé que moi. Voilà qui est fort. Un de nous deux a fait le coup. Moi, je suis un grand seigneur, un noble lord, vous êtes un passant, un manant, un homme du peuple. Un gentilhomme qui tue un juif paye 4 sous d'amende. Un homme du peuple qui en tue un autre est pendu. Vous oseriez? Si vous me dénoncez, je vous dénonce. On me croira plutôt que vous. En tout cas, les chances sont inégales. 4 sous d'amende pour moi, la potence pour vous. Pas de témoins, pas de preuves. Oh, ma tête s'égare, le misérable me tient, il a raison. Vous aiderai-je à jeter le cadavre à l'eau? Vous êtes le démon. Donc voilà, on a un personnage qui était manifestement pris en flagrant délit de meurtre, et qui retourne le truc en remettant la responsabilité sur celui qui vient de le griller en train d'en tuer un autre. L'auditoire de la raclure est surpris, le lecteur aussi. La raclure arrive à rattraper la situation grâce à sa maîtrise du langage, à son sens de la répartie. Alors qu'en tant que lecteur, on se disait quand même que c'était assez désespéré. Ce qui fait que le spectacle est là, c'est que la raclure, c'est la verve, la sidération et le retournement de situation. Que des choses plaisantes en tant que lecteur ou spectateur. Ce qui crée également le choc chez le lecteur, c'est la différence entre la bassesse du comportement du personnage et l'assurance qu'il dégage. La petite mère, c'est cette créature paradoxale que l'on adore et que l'on déteste. Le scélérat a ses vertus, comme l'honnête homme a ses faiblesses. Et on l'aime notamment parce qu'elle constitue un vent de fraîcheur souvent dans une société marquée par des normes et relativement cadenassée. Par exemple, si on reprend très Littlefinger, on est dans un monde de hiérarchie, de dynastie, et qui est également très protocolaire. On peut également penser à Valmont dans les liaisons dangereuses avec ce XVIIIe siècle de l'Ancien Régime. C'est donc un personnage médiocre et lâche, mais entier. Et de son égoïsme et de son culot transparaît une certaine liberté à laquelle quelque part on aspire tous plus ou moins secrètement. Il semble comme délesté de toute censure, ce qui le rend à la fois épouvantable et malgré tout relativement enviable. Et il est d'autant plus proche de nous qu'il n'est pas surhumain, mais qu'il est même un peu minable.
Mais il a cette confiance en lui qu'il dégage et qui le rend lumineux. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'au fond de nous, on aimerait n'avoir ne serait-ce qu'une petite partie de cette assurance indémontable. Et comme le dit l'homme à Fabiano Fabiani dans Marie Tudor, « Ne vous défendez pas de ce plan, Milord. Je le trouve sublime. Si je n'étais moi, je voudrais être vous. » Donc pour résumer, on aime les ordures pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles sont très divertissantes. Il y a un art de la répartie, du culot, des retournements de situation et du complot. Donc en termes d'intrigue, on est quand même content. Et la seconde raison, c'est qu'elles incarnent une liberté de parole et d'action dans un monde très normé qui n'est jamais très loin du nôtre. On est donc sur des personnages sidérants, énervants et scandaleux que malgré tout, l'on ne peut s'empêcher d'admirer et d'envier un peu. C'est typiquement le personnage que j'adore lire, mais que je détesterais croiser dans la vie. À présent, le moment est venu de vous présenter la liste des meilleurs fumiers que j'ai croisés dans ma vie de lectrice. Vous en connaissez sûrement certains, mais peut-être que vous allez en découvrir d'autres. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à partager votre liste en commentaire. On n'a jamais assez de raclures dans sa vie. Comme on est sur le haut du panier, on commence avec une valeur sûre, un personnage qui, je crois, fera l'unanimité, Valmont dans Les Liaisons dangereuses. Afin de remporter un pari fait avec son amie rivale, la marquise de Merteuil, Valmont va chercher à séduire la jeune Cécile de Volanges et la prude présidente de Tourvel. Ces deux libertins vont ainsi communiquer par lettres l'avancée de leurs différents projets, de tromperie et de manipulation. Donc vous l'aurez compris, hein, on est sur un pari d'orgueil, sur un type qui parie sur ces histoires d'amour et de sexe, ce qui en soi est déjà assez gratiné, mais en plus pour les remporter, il utilisera tous les procédés nécessaires de séduction, de harcèlement, traquer ses proches pour qu'ensuite ils disent du bien de lui, voilà, imaginez tout. Et évidemment, dès que ça ne l'amuse plus, il largue la personne, lui brise le cœur, détruit sa réputation. Bref, c'est terminé pour elle, et lui, il continue sa petite vie tranquille. Et comme si ça ne suffisait déjà pas, il se mêle également des histoires d'amour des autres pour son gain personnel. Donc le type n'est que égoïsme, artifice et mensonge. On pourrait se dire, oui, mais il ne se rend pas compte. Si, il se rend compte, et justement, parfois il voit que ça va faire du mal à la personne, mais il continue parce qu'il veut conquérir, il veut gagner. Alors vous allez vous dire, mais ce type, on le lit, on le déteste. Eh bien oui et non, c'est là qu'est toute la subtilité, déjà parce qu'il y a ce côté spectacle où, évidemment, il sait parler parce que voilà, c'est un beau parleur, c'est un charmeur et, évidemment, le lecteur est lui aussi un petit peu séduit. On a beau savoir la vérité, on a beau le voir faire, on ne peut s'empêcher de tomber également un peu sous son charme. Voilà, c'est bien écrit, hein, que voulez-vous. Et comme il est terriblement amusant, on se retrouve à vouloir qu'il réussisse, alors même qu'on se dit mais ce serait une catastrophe en fait s'il y arrive, il ne faut pas qu'il y arrive, mais on peut pas s'empêcher quand même de vouloir qu'il gagne. Et voilà, il a quelque chose, il faut bien l'avouer. Par le charisme et la répartie de son personnage, l'auteur nous fait prendre le parti de Valmont malgré nous, donc peut-être que l'auteur au fond c'est lui le séducteur ultime. On enchaîne avec un autre fumier célèbre de la littérature, Richard III de William Shakespeare. On est à la fin du XVe siècle en Angleterre et le futur Richard III fait tout pour devenir roi. On assiste à son ascension et à sa chute. Alors moi je l'adore surtout au début quand on nous l'introduit dans toute sa splendeur. Il est laid, mais il est très intelligent et il fait tout pour monter sur le trône d'Angleterre. Il manigance et il assassine à tour de bras. On assiste au début de la pièce à une scène de joute verbale entre lui et la veuve du prince héritier qu'il vient de faire assassiner, et on se dit mais vraiment ce type n'a aucune limite. Je n'ai pas tué votre mari. Alors il est encore en vie? Non, il est mort, assassiné par la main d'Édouard. Par ton infecte gorge tu mens. La reine Margaret a vu ton glaive meurtrier tout fumant de son sang, et tu t'inclinais contre sa poitrine si tes frères en avaient détourné la pointe. J'étais provoqué par sa langue calomnieuse, qui rejetait leurs crimes sur mes épaules innocentes. Tu étais provoqué par ton esprit sanguinaire, qui n'a jamais rêvé que de boucherie. N'as-tu pas tué ce roi? Je te l'accorde, oui. Tu me l'accordes, porc-épic? Dieu m'accorde aussi que tu sois damné pour cet acte criminel. Oh, il était tendre, doux et vertueux. Tant mieux pour le roi du ciel qui le garde. Il est au ciel où tu n'iras jamais.
qu'il me remercie d'avoir aidé à l'y envoyer, car il était plus fait pour ce lieu-là que pour la terre. Et toi, tu n'es pas fait pour d'autres lieux que l'enfer. Si, un autre encore, si vous voulez bien me l'entendre nommer. Quelques cachots, votre chambre à coucher. Donc voilà, en termes de culot, on est quand même sur un niveau très élevé. Parce que je le rappelle, hein, il vient de tuer son mari, il vient de tuer le père de son mari. Là, on est en train de transporter les cadavres. Enfin, vraiment, il sait ce qu'il veut, hein, et il n'hésite pas à le dire. Et le pire, c'est qu'on sent qu'il va y arriver. Et de toute façon, on sait qu'il fera tout pour arriver à ses fins. Il est là, il rôde, il a l'air de tout savoir sur tout le monde. Il a l'air aussi parfois d'agir en toute impunité. D'ailleurs, quand on lit ce genre de scène, et même la pièce en général, on voit bien l'ancêtre de certains personnages du Trône de Fer. C'est glaçant et absolument réjouissant. On termine avec mon top 1 de la raclure, qui est aussi l'un de mes personnages préférés de toute la littérature. Il s'agit de l'une des plus grosses enflures de tous les temps, aussi minable qu'efficace. J'ai nommé Fabiano Fabiani dans Marie Tudor. Vous ne le connaissez probablement pas encore, mais si vous avez lu la pièce, vous savez. Vous savez que sa place est ici, et vous êtes peut-être même déjà en train de sourire au souvenir de certains moments d'anthologie. On est en 1553 à Londres, Marie Tudor est sur le trône, elle s'éprend de Fabiano Fabiani, un aventurier, ce qui est loin de plaire à la cour et en particulier à Simon Renard, son futur époux. En parallèle, Fabiano Fabiani séduit également une jeune orpheline qui serait l'héritière secrète d'une grande fortune et qui est sur le point de se marier à un ouvrier, Gilbert. Celui-ci va la prendre et va chercher à se venger. Donc Fabiano Fabiani, c'est l'aventurier, l'arriviste, qui est prêt à tout pour assurer sa fortune. Il joue sur tous les tableaux, hein, à la fois la reine, la riche héritière potentielle. Il a son objectif. Là où il est incroyable, c'est qu'il est à la fois dans le calcul et dans la spontanéité la plus ahurissante. C'est vraiment un type qui rebondit. Donc pour aller avec, évidemment, il n'abandonne jamais, il n'a honte de rien, ce qui le met dans des situations plutôt compliquées. On est dans la suite de l'extrait de tout à l'heure, ils ont balancé le corps à l'eau, et est venu le moment de se séparer. Où allez-vous ainsi? Pardieu chez moi. Comment chez vous? Oui? Quel est celui de nous deux qui rêve? Vous me disiez tout à l'heure que l'assassin du juif c'était moi, vous me dites à présent que cette maison-ci est la vôtre, ou celle de ma maîtresse, ce qui revient au même. Répétez-moi ce que vous venez de dire. Je dis, l'ami, puisque vous voulez le savoir, que cette maison est celle d'une belle jeune fille nommée Jane, qui est ma maîtresse. Et moi je dis, Milord, que tu mens. Je dis que tu es un faussaire et un assassin, je dis que tu es un fourbe impudent. Je dis que tu viens de prononcer là des paroles fatales, dont nous mourrons tous les deux, vois-tu. Toi pour les avoir dites, moi pour les avoir entendues. Là, quel est ce diable d'homme? Je suis Gilbert le Sizzler, Jane est ma fiancée. Et moi je suis le chevalier Amyas Paulette, Jane est ma maîtresse. Tu mens, te dis-je. Tu es le Lord Clambrassil, le favori de la reine, imbécile qui croit que je ne sais pas cela. Tout le monde me connaît donc cette nuit. Encore un homme dangereux dont il faudra se défaire. Donc vous voyez, on est sur un personnage qui a un culot monstre, qui l'a amené loin, mais qui aurait déjà dû être sa perte, mais à chaque fois, le type passe entre les gouttes, c'est insupportable, il s'en sort toujours. C'est vraiment un cafard. Et ce qui est amusant quand on lit la pièce ou qu'on va la voir au théâtre, c'est qu'on est là, on le regarde et on n'est que stupéfaction, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce type? Et voilà, c'est le personnage qu'on a envie de baffer, et en même temps, moi, qui m'a fait éclater de rire, de sidération. Et quand je ne vais pas bien, je relis cette pièce, et voilà, et je sais que je vais me marrer toute seule, ça marche à chaque fois. Et puis ce que j'adore aussi, c'est que ce personnage, c'est une tornade. Il est complètement décalé par rapport à son environnement, et en même temps, il en a suffisamment les codes pour toujours s'en sortir. On a l'impression que, même s'il paraît minable, son ambition n'a pas de limite, parce que il n'a en lui ni angoisse, ni complexe, ni remords, il est lui-même, totalement libéré, et il fait ce qui lui plaît dans la vie. Puis moi, ce que j'adore, c'est qu'il a un réel pouvoir de nuisance sur les gens qu'il croise. Soit il les charme, soit il les pourrit, ce qui, au bout d'un moment, ne peut pas être sans conséquence, mais ça, je vous laisse le découvrir avec la pièce. D'ailleurs, parenthèse, j'en profite pour préciser, parce qu'en soi, c'est quand même un peu dans le sujet, bref, que je préfère la fin initiale qu'avait écrite Victor Hugo plutôt que celle que les gens ensuite ont réclamée et qu'il a changée. Donc si vous lisez la pièce, vous pouvez également me dire en commentaire quelle version vous avez préférée. Bon écoutez, c'est le moment de terminer cette vidéo. La liste des moins que rien pourrait être encore extrêmement longue. D'ailleurs, on pourrait également faire une édition raclure féminine. Là aussi,
il y a de la matière. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis peut-être de mieux comprendre cet amour paradoxal que vous ressentiez pour certains personnages, et qu'elle vous aura aussi donné envie de découvrir de nouveaux fumiers de qualité, hein, peut-être Fabiano Fabiani, mon chouchou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lui mettre un petit pouce, et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Sur ce, je m'en vais. À la prochaine.